Un, deux. Donc bonsoir, nous sommes en direct sur Facebook pour ce live purement digital depuis la commune d'Hervé Morin où il a été élu maire pendant près de 20 ans. Vous pouvez, comme chaque soir, poser vos questions Internet et Hervé Morin y répondra à la fin de ses interventions. Donc voilà, nous changeons de cas de figure par rapport à hier, où hier nous étions en présentiel. Ce soir, nous ne sommes uniquement en digital, en direct depuis Épaigne, rebaptisé Épagne pour ceux qui ont suivi l'actualité locale. Et je vous permets, ceux qui êtes connectés donc chez vous, les internautes, de découvrir le clip de campagne d'Hervé Morin. Voilà, musique. Vive la Normandie. Vous avez donc découvert le clip de campagne d'Hervé Morin depuis vos écrans Facebook connectés ce soir en direct depuis Épaigne. Et nous vous présentons désormais la liste de l'heure pour cette élection régionale de juin 2021.
Donc, nous reprenons l'antenne depuis Épeigne. Et donc, Madame Marie-Paul Leblanc, maire d'Épeigne étant absente, je demande à son premier adjoint, Éric François, de bien vouloir regagner le pupitre pour son intervention. Éric. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, je représente Marie-Paul Leblanc, actuellement en vacances bien méritées. Elle m'a demandé de partager avec vous ces quelques mots. Hormis l'affection et le regard amical que je porte sur Hervé Morin, je voudrais vous faire part de ma vision impartiale d'élu, mais surtout de vice-présidente de la communauté de communes en charge du développement économique. La création de l'ADN, du guichet unique, a été un formidable tremplin pour l'installation d'entreprises sur notre territoire. Les ventes de terrain sur nos zones ont explosé. Les entreprises innovantes s'y installent. Phénomène tout à fait nouveau. Il règne un bon vivre normand, un esprit qu'Hervé a porté haut et fort dans le développement de l'image, de l'identité de notre territoire et de nos produits régionaux. À Épeigne, avec mes conseillers, nous suivons cet engagement à la lettre, ou plutôt à la pomme. Tes 6 années de présidence m'ont semblé très courtes, les réalisations ont été nombreuses et les bases de grands projets lancés. 6 autres années ne seront pas de trop pour arriver à dynamiser cette belle région normande. Et je le répète, tu es pour moi l'homme de la situation. Travailler avec toi est un plaisir, du dynamisme à l'état pur. J'aimerais ajouter une note personnelle par rapport à Marie-Paul. Je ne connais pas encore très bien Hervé Morin, mais il est homme de vérité et d'engagement tenu. Une majorité de ses 118 propositions de 2015 ont été réalisées. Il est homme de terrain et de passion pour la Normandie, des équidés en passant par les gallinacés. À Épeigne, nous vivons normands jusqu'à nos origines d'Épagne, qu'Hervé a soutenu avec ferveur. Pour reprendre l'une de ses citations, « Quand vous devenez président de la région, vous vivez ça comme une passion incroyable. » Alors, en avant pour la Normandie conquérante. Merci Éric. Vous connaissez désormais le principe de ces réunions digitales. Vous pouvez poser vos questions à Hervé Morin, il y répondra tout à l'heure. Nous sommes dans des jauges extrêmement restreintes sur ces formats-là. Et vous pouvez donc depuis Facebook suivre l'intégralité de cette réunion. Je tiens à remercier Laurent Baudouin, élu à Pont-Audemer, qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir en tant que ville voisine. Et je demande à Micheline Paris, conseillère départementale du canton de Beuzeville, de venir prendre la parole. Micheline. Bonsoir à tous. Chers amis, si je parle aujourd'hui devant vous, tous réunis, c'est en tant que conseillère départementale, mais aussi seconde présidente de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge. Une belle communauté de communes. Une belle communauté de communes dont tu es, Hervé, le président depuis sa création. Et nous savons en tant qu'élus locaux combien tu t'es fortement impliqué dans son avenir au sein de notre région normande. Une communauté qui fait preuve de dynamisme et marquée par sa situation géographique, privilégiée au centre de la Normandie. Hervé, c'est pour nous tous une chance de t'avoir comme président, à la fois pour nous encourager dans le développement économique et pour soutenir nos nombreux projets. Tu sais, Hervé, qu'il me tient à cœur de voir aboutir la construction des 4 pôles médicaux sur le territoire communautaire. Chacun sait dans le contexte actuel sanitaire que l'installation de nouveaux médecins est une attente très forte de la population locale. Tu as mis tout en œuvre pour encourager et accueillir nos jeunes diplômés de médecine. De même, je te connais très sensible à l'action sociale et notamment au soutien de nos personnes âgées à domicile. Ce milieu rural, tu le connais bien depuis ta naissance
et tu l'aimes profondément et avec ton cœur. De son côté, tu sais que le département soutient également des projets structurants pour notre jeunesse et son éducation, et plus particulièrement la construction d'un nouveau collège à Tiberville. Notre canton est non loin de grandes agglomérations et du port du Havre. Il mérite par conséquent de s'impliquer dans l'avenir économique de l'estuaire de la Seine. Les contournements routiers de Beuzeville que tu as soutenus témoignent de ton sens de l'anticipation. Hervé, tu as vécu au cœur de notre campagne normande, une région brisée que tu as su avec force réunir en une seule région, la Normandie. Nous sommes tous fiers que tu sois à nouveau notre candidat pour porter nos valeurs, notre culture et de grands projets pour son avenir et l'avenir de nos enfants. Ce mandat régional est certainement ton plus beau mandat et nous nous rassemblons tous derrière toi pour te soutenir lors des prochaines élections régionales de juin prochain. Sois notre force, Hervé, car nous avons besoin de ton courage pour faire face aux défis qui nous attendent demain. Hervé, nous sommes tous convaincus de ton engagement tout entier au service de la population normande. Et aujourd'hui, encore une fois, nous appelons toute la population à voter pour toi, pour que vive toujours notre belle Normandie. Votons Hervé Morin et faites passer le message à tous vos amis. Merci. Merci Micheline pour ces mots. Désormais, c'est à Hervé Morin de venir vous présenter le bilan de l'action régionale et le projet pour cette grande région de Normandie. Hervé Morin. Bon, ça me fait plaisir de me retrouver dans cette salle des fêtes. Je vois les conseillers municipaux des Peignes avec qui on a eu un long parcours et qui savent à quel point c'est un lieu dans lequel le village aime bien se retrouver. Merci Micheline pour tes mots. Merci pour Eric aussi pour... où est-ce qu'il est passé ? Il est là, pour ta gentillesse. Merci à Laurent Baudouin d'être avec nous. Dire simplement quelques mots dans cet exercice un peu particulier, même si désormais on peut se retrouver déjà quand même à quelques-uns, c'est quand même un progrès. Vous dire que à travers cette campagne des régionales que nous avons commencée, nous avons cherché d'abord et avant tout à continuer à porter un projet qui soit une vraie ambition pour la région. Une vraie ambition par la région, et j'étais tout à l'heure à Caen, vous voyez, pour le lancement ou l'inauguration de ce qu'on appelle un Collider, qui s'appelle le MOO, qui est un lieu dans lequel on aura des start-upers, des chercheurs, des conseils d'administration de grands groupes ou d'entreprises importantes qui viendront plonger 24 heures ou 48 heures dans cette ambiance particulière, un lieu où des flux de création mutualisés se mettent en place pour, en quelque sorte, porter de nouvelles énergies et de nouvelles activités, notamment autour de tout ce qu'on appelle la French Tech, c'est-à-dire les startups et les digitales. C'est un équipement magnifique. C'est un équipement dans lequel, derrière, il y a de l'activité économique, de l'innovation, de la recherche. Et nous nous disions, puisque c'est un projet qui est à la fois un projet privé et un projet public, porté par la région, la communauté d'agglomération de Caen, mais aussi un certain nombre de grandes entreprises de Caen qui ont décidé d'y consacrer 5 à 6 millions d'euros à elles cumulés. On se disait, si on veut arriver à créer les conditions du développement à moyen terme, si on veut créer de la valeur ajoutée, si on veut pouvoir porter des caps nouveaux de développement, il faut être ambitieux. Il faut avoir la volonté de créer réellement, de faire système, de porter des innovations et des ambitions qui, au bout du compte, sont en capacité de créer du développement et de pouvoir porter une collectivité sur le moyen terme. Quand on voit cet espace, on se dit l'affirmation de Caen comme une ville de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, du digital, eh bien, peut s'affirmer de plus en plus. Quand, après quelques semaines simplement d'ouverture, ce centre accueille des entreprises venant en séminaire pendant 48 heures ou 3 jours
accueillant des chercheurs venant des universités américaines. On se dit qu'à partir de là, il peut y avoir de nouvelles grades de développement. Eh bien, c'est cette ambition-là qu'on a essayé de porter pendant 6 ans. Alors, on l'a porté avec une équipe dont Hervé Moret faisait partie et fera encore partie, et que nous avons aussi profondément renouvelé, puisque 63% des hommes et des femmes qui constituent cette liste, dont 2 sont présents, je ne les vois plus, parce qu'avec le côté assez sombre de la salle, on ne voit quasiment personne, dont 2 d'entre eux sont ce soir présents. 63% de nouveaux candidats, des hommes et des femmes impliqués dans leur territoire, souvent élus, présidents d'intercommunalités, responsables d'organisations professionnelles, responsables d'associations, et donc des hommes et des femmes capables de porter la politique régionale dans leur territoire, et des hommes et des femmes capables d'inspirer la politique régionale. C'est comme ça qu'on a cherché à bâtir nos 5 listes. Pas d'accord d'appareil. On s'est absolument fichu de l'étiquette politique. Aucune discussion de parti. On a des hommes et des femmes qui sont issus des Républicains ou des centristes, mais on a pour l'essentiel des hommes et des femmes qui partagent le même projet, les mêmes valeurs, et qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont aucune attache partisane, certains ayant des parcours politiques différents. Si vous connaissiez Stéphanie Maubé, c'est une bergère très attachée aux questions d'environnement et d'écologie. Bref, personne n'aurait pu imaginer qu'elle viendrait sur notre liste. Quand je vois les réactions qu'il pouvait y avoir sur Internet quand on a découvert la liste de la Manche, eh bien, elle se retrouvait dans notre projet et elle est avec nous. Elle est maire de l'Essai en même temps. Eh bien, elle avait sa place. Et donc, c'est cette liste-là que nous avons bâtie. Une liste d'hommes et de femmes qui ne sont pas issus des partis, qui n'ont pas été composés à partir d'arrangements divers et variés et qui ont envie de porter un projet ensemble. Ce qui veut dire quoi? Je vous le dis, ça veut dire clairement que ceux qui sont sur la liste au premier tour seront les mêmes au second tour. Il n'y aura pas de fusion de listes, il n'y aura pas d'arrangement politique avec les uns et les autres. On est parti, nous, pour le 20 juin et le 27 juin. Je fais référence, pour que vous l'ayez en tête, à ce que vous connaissez dans une autre région, très loin de la nôtre, au bord de la Méditerranée. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que on a, Micheline l'a évoqué, eu un énorme chantier, qui a été le chantier de la réunification. Je vous rappelle que nombre de ceux qui dirigeaient la Haute-Normandie ou la Basse-Normandie, d'ailleurs à droite et à gauche, considéraient que cette réunification, que nous avons d'ailleurs affirmée à Épeignes, il y a un serment qui s'appelle le serment d'Épeignes, où nous avons tous ensemble considéré que ce serait un combat que nous mènerons sur le long terme, et très franchement, je finissais par me dire qu'on n'allait pas y arriver. Dieu merci, c'est aujourd'hui chose faite. Mais cette réunification, elle n'était pas aussi évidente que cela. Et on l'a faite sans grève. On nous avait expliqué qu'il y aurait des conflits sociaux considérables. On a réussi à la faire en maintenant une vraie dynamique et en faisant en sorte que la réunification, ce ne soit pas l'addition des politiques de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie avec une espèce d'harmonisation, mais de réécrire chaque politique régionale avec les acteurs et d'être en capacité, en quelque sorte, d'ouvrir une nouvelle politique régionale. Quand on a, par exemple, je vois qu'il y a un agriculteur dans la salle au fond, quand nous avons décidé d'écrire la politique agricole de la région, on a créé 10 groupes de travail sur les 10 sujets stratégiques et avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et 300 agriculteurs, on a écrit la politique agricole de la région. Quand on a bâti la politique de soutien à l'exportation, on a réuni pendant une journée les 100 ou 150 PME normandes qui exportent et on leur a dit que souhaitez-vous de la région pour soutenir vos efforts à l'exportation. Et donc on a réécrit chaque politique. Mais on l'a réécrit avec 2 principes. Le premier, celui de l'équilibre, et le second, celui de la justice. L'équilibre, ça a été l'équilibre entre les territoires, l'équilibre entre Caen et Rouen. Le pire aurait été pour cette nouvelle région que très vite, la rivalité entre les 2 grandes agglomérations renaisse, ou tout du moins s'affirme. Et donc, ce que nous avons veillé, c'est d'abord à tenir nos engagements. On avait dit que le siège du Conseil régional serait à Caen. Il l'a été puisque la préfecture de région était à Rouen.
On a 600 fonctionnaires à Caen, 600 fonctionnaires à Rouen, des directions spécialisées, et puis quelques navettes pour les élus entre les deux villes. Première chose, veiller à l'équilibre entre Caen et Rouen, entre la Haute et la Basse Normandie. Ce qui veut dire, en clair, porter tous les projets de développement, tous les projets de la Haute et de la Basse Normandie avec ce même souci de veiller à ne pas prendre des décisions qui symboliquement finiraient par faire penser que, eh bien, on privilégie une vie sur l'autre. Moi, c'est pas compliqué. À chaque fois que je suis à Caen, tout le monde pense que tout est parti à Rouen, et quand je suis à Rouen, tout le monde pense que tout est parti à Caen. En vérité, on a été très attentifs par des choses simples. La première vice-présidente de la région, elle est bas-normande, puisque moi, je suis au Normand, même si, comme vous le savez, Épeigne est à la limite des deux régions. Nous avons veillé sur les structures culturelles dont nous avons la responsabilité, de faire en sorte que la moitié de ces directions soit à Caen et l'autre moitié soit à Rouen. Voilà des choses sur lesquelles on a été très attentifs. Et nous serons les gardiens de cet équilibre-là. Parce que s'il y a des équilibres, si les rivalités naissent, c'est la région et la dynamique de la région qui seraient perdues. Deuxième élément, l'équilibre entre l'axe Seine et le monde rural, entre les grandes villes, le monde urbain et la campagne. À chaque fois qu'un projet majeur doit être financé, on ne s'est jamais arrêté sur l'idée que globalement, les grands projets étaient pour les grandes agglomérations et que sur le reste, on subventionnait des projets divers et variés. On a à la fois porté la Chatière au Havre, qui est la fameuse digue qu'on attendait depuis 20 ans pour faire la connexion entre la mer et la Seine et développer le trafic fluvial et développer l'économie sur la basse vallée de la Seine. On a financé la Chatière, mais en même temps, on a décidé d'un grand plan d'investissement sur le Haras du Pin qui permettra d'en faire un haut lieu à la fois des compétitions sportives équines et un haut lieu du tourisme, puisqu'il y a un projet de plus d'une quarantaine de millions d'euros sur le Haras du Pin. On a décidé de financer le contournement est de Rouen, mais en même temps, on finance la 4 voies de Granville-Avranches et la 4 voies de Flers-Argentan pour désenclaver le bassin industriel de Flers, comme nous avons décidé de financer massivement le très haut débit pour faire en sorte que nous puissions accéder à la fibre en milieu rural. Hervé s'en est occupé pendant un temps, mais je permets de vous rappeler que dans notre intercommunalité, puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge, le précédent plan avant 2015, avant le changement de majorité au département, c'était la fibre pour 65% de la population, pour 11 millions d'euros à la charge de la communauté de communes, et donc ce qui veut dire que c'était quasiment infaisable. La région a décidé d'accorder 53 millions d'euros au département de l'Eure, permettant d'accélérer le déploiement, ce qui fait que dans 2 ans, tout le département de l'Eure sera fibré et aura accès à la fibre. Fin 2023, ça doit être fini. Aujourd'hui, c'est près de la moitié déjà des foyers du département de l'Eure qui sont fibrés, ou tout du moins qui peuvent accéder au très haut débit. Et on l'a fait dans les 5 départements. Ce qui fait qu'en Seine-Maritime, là où on attendait la fibre dans certains coins en 2030 ou 2035, avant 2025, la fibre sera arrivée. Dans le Calvados, à la fin de l'année prochaine, ce sera aussi terminé. Et donc on a eu en permanence cette attention entre la basse et la haute Normandie, le monde urbain et la campagne, le corridor de la Seine et l'ensemble de la Normandie. Et on l'a fait avec un esprit de justice aussi. Et la justice, pour vous citer 2 sujets, le premier, c'est de considérer que là où la ressource fiscale est faible, on apporte un soutien plus important pour faire en sorte que les choses puissent se faire. Et deuxièmement, de justice sur des sujets où on avait, par posture idéologique, des traitements différents. Je pense aux lycéens. En Haute-Normandie, mesdames et messieurs, avec la majorité de M. Le Verne, on refusait de payer ce que la loi vous obligeait à payer auprès des lycées privés. On avait une dette de 42 millions d'euros
qu'on a immédiatement réglées juste après l'élection. Et désormais, nous participons au financement dans les limites de la loi, qui sont bien entendu rien à voir avec les financements dans les lycées publics, j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous garantissons les emprunts des maisons familiales, des lycées privés, et nous participons à la hauteur de ce que la loi permet au financement des investissements. Dernier exemple, nous avons décidé de faire en sorte que tous les jeunes lycéens de Normandie puissent avoir un ordinateur portable. On a constaté ce que représentait la fracture numérique. C'est un outil formidable pour pouvoir accompagner différentes pédagogies, pour pouvoir faire du suivi personnalisé, pour faire de l'innovation pédagogique. Eh bien, ces ordinateurs portables, nous ne les avons pas simplement consacrés aux jeunes lycéens qui étaient dans les lycées publics, nous avons décidé d'en acheter un pour chaque élève, qu'il soit dans les lycées publics, les lycées privés, les maisons familiales ou en première année d'apprentissage. C'est quand même un effort de 20 millions d'euros et c'est l'achat de 40 000 ordinateurs par an pendant 3 ans. Donc, justice et équilibre, ça a été les deux clés majeures pour permettre la dynamique de la région. Et quand vous regardez les choses, on l'a fait à travers des financements importants pour permettre les équipements et l'attractivité des territoires. Je vois Alain Guédon qui est là. Le centre-bourg de Beuzeville, nous l'avons largement financé. En tout, mesdames et messieurs, nous avons tout de même financé 260 projets de centre-bourg pour 55 millions d'euros. Nous sommes à Épeigne, si nous descendons à Cormeilles, ou si nous allons à Thiberville, monsieur le maire de Thiberville, eh bien, on a financé 140 équipements sportifs, dont les 2 gymnases en question, pour la bagatelle de 72 millions d'euros de financement. Et si je prends les équipements culturels, pour finir, eh bien, nous avons tout de même financé, dans les territoires, 100 projets culturels pour 47 millions d'euros. Et donc, cette justice territoriale, on l'a voulu en accompagnant et en favorisant l'attractivité des territoires. Parce que je suis absolument convaincu d'une chose, c'est que le Covid a accéléré un phénomène qui existe dans le monde entier, qui est le phénomène de démétropolisation, en quelque sorte la revanche de la campagne, la revanche des villes moyennes, et la capacité pour nos territoires de pouvoir attirer et faire venir à nous des populations qui, pour l'instant, on ne les imaginait que dans les grandes métropoles et en région parisienne. On le voit, nous, à travers au moins la hausse de l'immobilier, ça c'est quelque chose qu'on peut constater. Mais ce qui est important, c'est de commencer à voir qu'il y a de plus en plus de projets de développement, d'installation d'entreprises, d'activités sur nos territoires qui n'étaient pas envisageables il y a quelques années. Comme Marie-Paul, dans le petit texte que lisait Eric, je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit ou si c'est celui de Marie-Paul. C'est celui de Marie-Paul. Quand Marie-Paul évoque des entreprises innovantes sur la zone d'activité d'Épeigne, personne n'aurait imaginé ça il y a quelques années. J'étais hier à l'Aigle pour annoncer auprès du chef d'entreprise l'installation d'une entreprise qui a 100 ingénieurs à Paris et qui a décidé que son développement et sa croissance, il le ferait dans la ville de l'Aigle avec une trentaine, une quarantaine d'ingénieurs nouveaux parce que la qualité de vie, notre patrimoine, fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de populations se disent que plutôt que d'être encombré matin, midi et soir dans les problématiques des grandes métropoles, eh bien, on peut trouver sa vie et son bonheur avec une qualité de vie autrement plus importante en étant dans nos campagnes et dans nos villes moyennes. Et donc, toute la question de l'enjeu de l'attractivité est majeure. Voilà pourquoi on a décidé de mettre en place de nouvelles politiques ou celles qu'on présente pour les prochaines années, comme par exemple cette foncière qui permet de pouvoir racheter des commerces et d'installer des commerçants avec des prix de loyer faibles, leur permettant de pouvoir monter rapidement. Voilà pourquoi on va proposer, pour favoriser l'accession à la propriété et rénover des quartiers dans lesquels on a un taux de vacances important, on va proposer à des collectivités de pouvoir rentrer dans un dispositif du logement à 1 €. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez le retrouver si vous lisez le programme. Voilà pourquoi nous voulons faire en sorte qu'on puisse développer partout où c'est nécessaire des formations nouvelles permettant d'avoir les qualifications et les formations qui viennent. Vous ne le savez pas, mais nous avons ouvert dans les lycées de Normandie 86 formations nouvelles. Des formations
en fonction des bassins d'emploi et des formations qui sont en capacité de pouvoir accueillir des jeunes sur des parcours dans lesquels il y a un vrai avenir professionnel. Voilà pourquoi, aussi pour attirer et pour faire en sorte que nous puissions bénéficier d'une attractivité renforcée, nous avons largement financé les maisons de santé, tu l'évoquais tout à l'heure, Micheline. Ici, dans un territoire où on s'interrogeait tous les jours sur l'existence de médecins, on constate à quel point ce maillage de maisons de santé permet d'attirer de nouveaux professionnels et de nouveaux médecins. Nous aurons en tout, mesdames et messieurs, 150 maisons de santé sur l'ensemble du territoire normand, 150. Et donc, globalement, toute la Normandie, dans les 2 ans, sera complètement maillée de maisons de santé. La deuxième obsession que nous avons eue, c'est celle de porter la Normandie, tout le temps et encore. On a une chance incroyable. On a une Normandie qui est connue dans le monde entier. On dit toujours que c'est la 2e région la plus connue au monde. C'est une région dans laquelle tout le monde reconnaît un imaginaire extrêmement positif. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est le patrimoine naturel, c'est le patrimoine historique, c'est la qualité de vie, c'est la gastronomie, ce sont nos paysages, c'est notre lumière, c'est nos 620 km de côte. On a la chance d'avoir une pépite extraordinaire et on ne pouvait pas la valoriser tant qu'on avait d'un côté la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Et donc toute notre ambition a été de porter la Normandie, de faire en sorte qu'on puisse planter le drapeau partout où il était important qu'on puisse savoir que la Normandie existe. Premier exemple, le salon de l'agriculture. On avait un salon de l'agriculture, on avait un stand au salon de l'agriculture honnêtement médiocre, parce que les Hauts-Normands et les Bas-Normands, les uns considéraient que ce n'était pas prioritaire, les autres, etc. Quand on est arrivé à la tête de la région, on a dit l'agriculture en Normandie et l'agroalimentaire, c'est fondamental, c'est 120 000, 130 000 emplois, c'est très clairement dans le code génétique de la Normandie. Quand on évoque la Normandie partout dans le monde, on a les images d'Épinal que vous connaissez, eh bien on doit avoir un stand à la hauteur de ce que représente l'agriculture normande. On a aujourd'hui le plus beau stand, et de loin, du salon de l'agriculture. Quand nous allons à Las Vegas, eh bien on est en capacité aujourd'hui de démontrer que le digital, les startups, c'est aussi une ressource extraordinaire en Normandie. Eh bien, quand nous sommes allés au CES de Las Vegas, la 2e délégation d'entreprises après l'Île-de-France, c'était la Normandie. Il y avait plus d'une 60aine de jeunes chefs d'entreprise dans le domaine du digital qui étaient venus au salon de Las Vegas. Quand nous allons au salon de l'industrie à Hanovre, au salon Made in France, eh bien, nous portons là encore la Normandie et démontrons qu'on a des savoir-faire, de l'excellence, des entreprises du patrimoine vivant qui sont capables de porter là aussi ce que représente la Normandie. Et puis enfin, nous le faisons sur d'autres sujets. Je pourrais le faire à l'infini, mais par exemple, on a créé une Team Normandie. Ce sont les 20 athlètes en Normandie qui vont participer aux Jeux Olympiques. Eh bien, ils sont soutenus par la région. On fait en sorte qu'ils puissent être soutenus par une entreprise normande. Et donc, ils sont aussi pour nous un étendard et un porte-drapeau. Toujours sur les Jeux Olympiques, ni la Haute-Normandie ni la Basse-Normandie n'avaient eu l'énergie, je ne sais pas comment dire, ou la volonté de porter l'idée qu'une des disciplines sportives de 2024 puisse avoir lieu en Normandie. On s'est immédiatement mis en branle en considérant que, au moins comme on est à proximité de la région parisienne, on soit un des hauts lieux pour être base arrière des Jeux Olympiques. Et donc on a 53 communes, 53 sites qui ont été désormais agréés par le comité olympique et dans lesquels on pourra accueillir des équipes nationales dans leur préparation avant les compétitions. Donc, en permanence, on a cherché à porter l'excellence normande. Et si vous aviez été à Caen il y a 2 ans, on n'a pas pu le faire l'année dernière à cause du Covid, mais on a désormais un festival de l'excellence normande où on réunit dans un même lieu tout ce qu'il y a de meilleur en Normandie, les chercheurs, les labos, les entreprises, l'agroalimentaire, la culture. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on a eu énormément de visiteurs, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Et moi, j'y ai passé quasiment les 2 jours. Et vous aviez des Normands qui se disaient « mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça chez moi ». Et souvent, on avait des Normands qui ne savaient pas qu'ils pouvaient travailler éventuellement avec celui d'à côté.
Et désormais, on commence à avoir cette culture-là. Alors, on n'a pas la culture, malheureusement, des Bretons ou des Alsaciens qui, en permanence, portent leur patriotisme et leur régionalisme. Mais, en clair, on cherche en permanence à bâtir cette communauté de destin des Normands qui décident de bosser ensemble, de porter des produits ensemble, d'aller sur les marchés ensemble, à l'exportation, etc. Et donc ça, cette ambition, on doit continuer à l'avoir. On a créé un club des ambassadeurs normands. Je ne sais pas si vous en faites partie. Si vous n'en faites pas partie, il est temps de l'aide, ça ne coûte rien. Eh bien, il y a déjà 10 000 ambassadeurs. Et il y a 30 clubs à travers le monde. Si vous allez à Sydney, vous avez un club des ambassadeurs normands, c'est-à-dire des jeunes Normands ou des moins jeunes, qui n'ont pas oublié leurs racines et qui sont contents de porter la Normandie et de partager les réussites de la Normandie. Si vous allez à New York, vous avez un club des Normands. Avant, il n'y avait toujours que des clubs de Bretons et des clubs d'Alsaciens et des clubs de Lyonnais. Mais maintenant, vous avez des clubs de Normands. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose de clé. Faire en sorte qu'en permanence, ça n'empêche pas d'être français, mais qu'on porte sa région, qu'on cherche à bosser avec les autres, qu'on cherche en quelque sorte à faire gagner une équipe. C'est possible parce que la réunification de la Normandie a été réussie. C'est possible parce que désormais, on commence à penser normand. Demandez à un patron de Carrefour, si vous êtes en Bretagne et que vous mettez du beurre qui n'est pas breton, vous ne le vendez pas, votre beurre. Eh bien, nous, il faut qu'on ait la même démarche. Toujours essayer de nous favoriser. Ça n'empêche pas d'être ouvert au monde. Mais favoriser ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi, par exemple, on a fait une monnaie régionale, le Rollon. Il y a 6 000 personnes qui font des échanges commerciaux avec 400 à 500 boutiques qui favorisent les filières courtes, qui favorisent l'entreprise qui est derrière la haie. Là aussi, c'est l'idée toujours de bâtir cette solidarité normande. Et donc, cette obsession qui porte d'ailleurs des conséquences pour nous, politique régionale. On a veillé à ce que les marchés que la région chaque année propose aux entreprises soient d'abord et avant tout portés par les Normands et les entreprises normandes. 98,5% des marchés que nous passons chaque année sont accordés à des entreprises normandes. 98,5%. Deuxième sujet, dans les lycées, nous avons un plan Je mange normand. L'objectif, c'est d'arriver à 80% de produits issus de l'agriculture normande. On est à 50%, on partait de très bas, on monte, et on peut le faire sans que ça coûte un centime de plus. C'est juste d'avoir de nouvelles démarches, consommer et produire et cultiver les produits qui sont de saison, passer des accords avec les pêcheurs pour non pas commander un poisson particulier, mais dire aux pêcheurs pour les lycées qui sont près de la mer, en fonction de ce que vous avez pêché le jour, c'est moi qui vais adapter ma cuisine, etc. Je vais aller chercher mes produits laitiers chez l'agriculture d'à côté plutôt que de passer par un grand distributeur. Et donc, ça fait partie des choses que nous continuerons à faire. Et donc, troisième élément majeur, c'est que derrière tout ça, il y a l'idée que nous puissions développer des filières, porter des projets de développement en faisant appel aux ressources normandes. Je prends un exemple simple. On a sur la vallée de la Seine la possibilité et le potentiel d'en faire le grand corridor ou un des grands corridors hydrogène européens. En clair, c'est probablement l'énergie de demain pour la mobilité, probablement l'énergie de demain pour les industriels grands consommateurs d'énergie. Nous avons un atout gigantesque, la Seine. Un deuxième, pour produire de l'hydrogène décarboné, nous avons les centrales nucléaires et les énergies marines renouvelables. Eh bien, on a des projets industriels d'un côté, portés par des entreprises normandes ou des grands acteurs installés en Normandie. Et on est en train de bâtir un vrai réseau parce qu'on est juste à la période où les industriels nous disent « Bon, ok, on va faire de l'hydrogène gazeux, on va faire de l'hydrogène liquide selon les besoins, mais de l'autre, il faut qu'on commence à avoir des consommateurs. » Eh bien, on est en train de créer une véritable communauté hydrogène qui consiste à voir quels sont les logisticiens qui veulent commencer à acheter des camions à hydrogène et comment ils peuvent, en quelque sorte, amorcer la pompe. De l'autre, comment on peut faire en sorte qu'on ait les premières mobilités lourdes en fluvial, péniche ou des bacs à hydrogène.
Troisièmement, on regarde avec les grands industriels consommateurs d'énergie, ceux qui éventuellement voudraient passer à l'hydrogène. Et enfin, nous, régions, on a décidé de faire en sorte que, à partir de l'année prochaine, les bus ou les autocars que vous voyez circuler, les fameux autocars nomades, soient progressivement convertis à l'hydrogène et que le Paris-Granville ainsi que le Cantour, pour le train, soient, à l'horizon 2030, des trains qui roulent à l'hydrogène. Eh bien, on travaille tous ensemble. On essaie de bâtir cette histoire en commun et en faisant appel à toutes les solidarités territoriales. Et c'est ça que nous avons essayé de cultiver et que nous voulons cultiver pour les années qui viennent. Troisième sujet que je voudrais évoquer rapidement, c'est l'économie régionale. L'économie régionale, nous étions toujours dans les profondeurs du classement, Basse et Haute-Normandie. Quand vous regardiez les 22 régions françaises, vous n'aviez jamais la Haute et la Basse-Normandie au-dessus de la 15e place ou de la 16e place. Vous étiez toujours en limite de relégation si on parlait football. Désormais, mesdames et messieurs, ce ne sont pas mes statistiques, ce sont les statistiques de l'État. Comme vous le savez, je ne suis pas dans la majorité, donc ils n'ont pas de raison de me trafiquer les chiffres. Eh bien, nous sommes sur à peu près tous les sujets, désormais, sur les marches du podium. Investissement industriel, exportation, réduction du chômage, réduction des défaillances d'entreprises. Sur tous ces sujets-là, nous sommes sur la première ou la deuxième marche. Nous avons su, je crois, développer un écosystème extrêmement favorable aux entreprises. Nous avons su développer un écosystème où on a fait preuve d'innovation pour répondre à toute une série de problématiques au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Premier sujet, vous êtes étudiant, vous avez éventuellement un projet de création d'entreprise, on a disposé et on a créé avec Normandie Université un dispositif qui s'appelle Pépite. Commence à vous donner un petit coup de main. Vous êtes chercheur, vous avez éventuellement un programme de recherche qui peut déboucher sur une application économique. On a créé ce qu'on appelle une société d'accélération de transfert de technologie. Il n'y en avait pas en Normandie. C'était la seule région de France où il n'y en avait pas d'ailleurs. On a appelé Normandie Valorisation et qui permet aux chercheurs de pouvoir commencer soit à porter avec une autre entreprise, soit lui-même d'aller vers l'économie de marché. Vous êtes jeune créateur d'entreprise, vous êtes commerçant, artisan, on a créé un dispositif qui s'appelle Coup de pouce qui permet de pouvoir vous donner d'accéder à de la trésorerie, avoir un pécule de départ. Vous êtes un commerçant ou un artisan qui veut se développer un peu plus, vous avez des systèmes de prêt d'honneur avec des garanties éventuellement. Si vous êtes une start-up, vous pouvez bénéficier, après le chercheur, de Normandie Incubation, c'est le tout début de votre boîte. Et là encore, on a un dispositif pour favoriser votre émergence. Vous commencez à aller sur le marché. Nous avons mis en place toute une série de mécanismes de financement que je n'évoque pas, mais au moins un, c'est que nous sommes la seule région française à avoir un fonds souverain, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire, si vous ne le saviez pas, je vous le dis ce soir, d'une cinquantaine de... Vous êtes dans le capital d'une cinquantaine d'entreprises, nous passerons ce nombre à 100. Nous avons un fonds de 100 millions et nous rentrons dans le capital de l'entreprise, soit des jeunes entreprises qui ont besoin de fonds propres pour pouvoir se développer, soit des entreprises qui ont des problématiques capitalistiques et qui ont besoin d'améliorer leurs fonds propres, soit des entreprises dont le capital est déstabilisé au moment de la transmission ou de la succession et où on rentre dans le capital pour éviter un prédateur. Et enfin, nous avons mis en place, dans le cadre du Covid par exemple, ce qu'on a appelé des prêts participatifs. Je suis allé chercher 60 millions d'euros auprès de la Commission européenne. C'est quoi? C'est que pour toutes celles et tous ceux pour qui la trésorerie est compliquée, parce que toutes celles et tous ceux qui ont besoin de restructurer leurs dettes, eh bien on a fait ce qu'on appelle du prêt in fine. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en clair, on vous prête de l'argent pendant 7 ans, à taux d'intérêt faible, et vous commencez à rembourser le capital au bout de 7 ans. Donc en clair, vous n'avez quasiment pas de charge pendant 7 ans. Et donc on vous permet de vous refaire la cerise. 170 entreprises ont bénéficié ou vont bénéficier de ce dispositif. Enfin, si vous êtes en difficulté, nous avons créé un dispositif qui s'appelle ARM, qui vient au secours d'entreprises fondamentalement saines et qui ont des difficultés de trésorerie ou de fonds de roulement. On a sauvé, mesdames et messieurs, 500 entreprises en Normandie, représentant 15 000 emplois. Hier,
hier. Vous pouvez voir ça dans le journal si vous avez un doute. Frial, ça vous dit peut-être quelque chose pour ceux qui vont à Bayeux. 650 emplois. Quand vous mangez du Picard, c'est du Frial, pour faire simple. Ils sont sous-traitants pour les plats cuisinés congelés ou surgelés. L'entreprise a été vendue il y a 4 ans ou 5 ans ou 6 ans à un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement n'a pas investi, ils sont servis, et un jour les salariés sont allés voir l'ancien patron, Jean-Marie Piranda, en lui disant la boîte elle est morte, on va tous être à la rue bientôt. Jean-Marie Piranda, comme c'était son bébé, s'est dit je peux pas, même si j'ai dépassé l'âge, j'ai dit il est temps que je prenne quoi, j'avais envie de changer de vie, quoi, de prendre ma retraite. Bon, je ne vais pas laisser mourir cette entreprise, ce sont mes salariés, je les ai vus pendant des années à mes côtés, etc. Il est venu me voir, il m'a dit écoute, si tu ne nous donnes pas un gros coup de main, l'entreprise est morte. Et donc on lui a fait un chèque de 2,5 millions d'euros pour lui permettre d'avoir à nouveau accès aux banques et pour pouvoir investir progressivement en 3 tranches 30 millions d'euros dans l'entreprise. 2,5 millions d'euros, ce n'est pas des subventions, hein, c'est des prêts. C'est des prêts avec une franchise. Eh bien, hier, ou avant-hier, il nous a fait un petit moment assez émouvant, c'est que l'entreprise s'est redressée, elle regagne de l'argent, et il nous remboursait avec 3 ans avant la date les 2,5 millions d'euros qu'on lui avait prêtés. Allez demander aux salariés de Guy de Graine, les fameuses fourchettes, eh bien, la région, là, avec l'État, parce que le volume était important, on a là aussi mis en place des dispositifs pour permettre à cette boîte, là aussi où l'investissement avait été insuffisant, pour lui permettre de pouvoir tenir la rampe, programme d'investissement et faire en sorte qu'elle puisse avoir un avenir. En tout, il y a 500 boîtes en Normandie, des petites, parfois des très petites, parfois des plus grandes, sur lesquelles on est intervenu, jamais avec démagogie, quand l'audit démontre que ça ne marche pas, que c'est cuit, on ne fait rien. Mais au bout du compte, on a quand même sauvé près de 500 boîtes et 15 000 emplois. Ça aussi, c'est unique. Il n'y a pas une région en France qui le fait. Et donc, ce que nous avons prévu de faire à l'avenir, c'est notamment s'occuper de la question de la transmission, qui est un sujet sur lequel on n'était pas encore assez allé, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au moment très fragile où on transmet une entreprise, soit à des salariés, soit à des cadres, soit à ses enfants ou à de la famille, eh bien faire en sorte qu'on puisse garantir ces premières années qui sont souvent des années difficiles au moment de la reprise de l'activité. Alors, le deuxième pilier sur lequel on a appuyé notre activité ou notre soutien à l'économie, c'est l'investissement. On a beaucoup investi dans la région. Nous sommes de loin la première région en termes d'investissement par habitant. Nous sommes la première région en termes d'investissement. On avait investi Haute-et-Basse-Normandie en 2015 376 millions d'euros. Avec la réunification, nous sommes en moyenne à 600 millions d'euros par an. En même temps, on a fait des économies. On a fait 25 millions d'euros d'économies, les vraies économies de fonctionnement. Par exemple, on a repassé l'ensemble des collaborateurs à 35 heures, puisque les cadres travaillent beaucoup plus de 35 heures, mais on a repassé tout le monde à 35 heures. On a arrêté de faire un journal régional, on a pris toute une série de dispositifs qui fait qu'on a été en capacité de faire ces 25 millions d'euros d'économies. Mais au-delà de l'investissement, on a cherché en permanence à porter notre effort sur nos points forts. En clair, si tu veux réduire tes faiblesses, développe tes points forts. En clair, quand vous êtes footballeur, si vous avez un bon pied droit et un mauvais pied gauche, l'entraîneur va vous dire continue à travailler ton pied droit pour avoir un pied droit absolument exceptionnel pour pouvoir marquer des buts. Eh bien, c'est la même idée qui a été la nôtre. Ça a été de dire cultivons nos points forts, appuyons-nous sur nos points forts pour faire en sorte qu'on puisse créer les conditions du développement et au bout du compte, réduire nos faiblesses. Et c'était ça l'énergie qui a été la nôtre. À chaque fois, de se dire tel sujet, telle activité, c'est un de nos points forts, eh bien, on va le cultiver. J'ai évoqué l'hydrogène. On peut le faire. On peut développer cette activité-là parce qu'on a la Seine et parce qu'on a les énergies décarbonées. Je pourrais prendre un autre exemple d'un sujet que je connais bien, la filière équine. C'est 20 000 emplois, la filière équine. C'est 4 500 entreprises, tout en milieu rural.
Et on a la chance, pour le monde entier, d'être associé au cheval. Et c'est rare d'avoir un produit qui est une culture et une passion mondiale. Il n'y a pas un endroit sur la planète où on n'aime pas le cheval. Quand il y a un étranger qui veut investir, en général, il veut investir en Normandie dès lors qu'il veut investir dans la filière équine. On a toute une série de très beaux équipements, le haras de Saint-Lô, le haras du Pin, qui était devenu une belle endormie, sur lequel on a un grand projet d'investissement que j'évoquais. Mais on a surtout décidé de faire un campus équin à Goustranville. Ça veut dire quoi, un campus équin à Goustranville? La totalité, mesdames et messieurs, des vétérinaires français vont être formés là. 600 vétérinaires. La totalité de la recherche équine, 70 chercheurs, vont être là, à côté de Dozulé. On va avoir une pépinière d'entreprise. On va bâtir de nouveaux cycles de formation. Et on va ainsi avoir au CIRAL l'excellence mondiale. On l'a déjà sur un certain nombre de sujets, notamment à travers un grand professeur et les matériels et les équipements qui sont aujourd'hui en place, qui sont d'ailleurs tous gérés par Maison Alfort. Mais on aura au même endroit un carré magique assez exceptionnel, la recherche, complétée avec la recherche à Caen qui s'appelle l'ABO, qui est la recherche sur le vivant. On aura l'innovation et la formation, tous les vétérinaires français formés là. On a enfin l'investissement privé, puisque beaucoup d'investissements privés sur le cheval se fait en Normandie. Et enfin la volonté publique et la volonté politique. On a un carré magique exceptionnel. Eh bien, ce carré magique permettra pour nous de continuer à porter l'effort et à faire en sorte que cette filière puisse encore rayonner plus encore et créer de la valeur plus encore. Et sur chaque sujet, on a été à la recherche de l'ambition. Je prends un autre sujet pour prendre des sujets qui sont et c'est le dernier, je vous promets que je prendrai pour ne pas être trop long sur l'économie. Certains d'entre vous peut-être sont allés au Krebs à Oulgat. Enfin, moi, j'y suis allé quand j'étais encore vaillant. On s'est retrouvé avec cet établissement qui a été abandonné par l'État. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Soit on décidait simplement, le Krebs c'est un lieu où, grosso modo, les jeunes athlètes venaient pour s'entraîner durant les vacances scolaires, dans des stages, etc. Puis on s'est dit, plutôt que de faire, on a un magnifique équipement qui est complètement obsolète, mais avec un potentiel important. Il y a deux façons de faire. Soit on rénove un peu les gymnases, etc., puis on reste sur le même train-train. Soit au contraire, on essaie d'aller plus loin. Et avec le CSN d'Oulgat, le centre sportif normand, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, eh bien on a décidé d'en faire un des grands équipements sportifs, comme il n'en existe quasiment pas en France. En clair, nous en ferons un facteur d'attractivité et de rayonnement. Ça veut dire qu'on y met quoi? On y met des start-up autour on y fait une pépinière d'entreprise, on y fait de la formation, on y fait du tourisme sportif et on met les équipements à niveau pour permettre aux équipes nationales et aux équipes professionnelles de venir s'y entraîner. Et donc là, on est en train de bâtir un équipement qui va être un vrai facteur d'attractivité et de rayonnement sur toute une partie de la région autour des disciplines sportives et de la formation. Ça n'empêchera pas, bien entendu, de continuer à accueillir nos jeunes athlètes, mais en même temps, on accueillera les équipes professionnelles de football, on accueillera des équipes nationales qui viendront s'y entraîner, comme déjà s'y entraîne l'équipe de judo, et on aura là un outil qui sera en capacité d'être facteur de développement. Ça a été ça, notre obsession permanente. Le dernier sujet, c'est bien sûr la question des mobilités. C'est une des grandes compétences régionales. J'ai évoqué ce que nous avons fait sur un certain nombre d'infrastructures routières. J'ai évoqué ce que nous avons fait au titre des mobilités digitales. Et nous avons fait aussi un effort considérable pour améliorer cette mobilité du quotidien qu'est le train. Comme vous le savez, c'était calamiteux. Vous continuez à penser que ça ne marche pas, et pourtant maintenant le train en Normandie, ça marche. On a investi 2,2 milliards d'euros. Si vous allez prendre le train à Bernay, vous avez désormais des trains neufs, confortables, avec la Wi-Fi, à l'heure, avec une offre ferroviaire qui s'est augmentée. Vous avez plus de trains qui font Bernay-Paris qu'ils n'en faisaient il y a 2 ans. Et ce que nous avons fait, c'est non seulement sur le Paris-Caen-Cherbourg, non seulement sur le Paris-Rouen-Le Havre, mais nous l'avons fait aussi, non pas par l'achat de trains et des investissements, mais sur le Paris-Granville, sur 2 sujets qui paraissent assez baroques, notamment l'un d'eux,
qui est la question des feuilles, puisqu'à l'automne, les trains du Paris-Granville ne marchaient plus puisqu'ils patinaient sur les feuilles. Eh bien, on s'est mis au boulot et on a fait en sorte que désormais la ponctualité soit la même. Eh bien, sur le ferroviaire, c'est non seulement la modernisation et la remise à niveau, 720 millions sur les trains, 500 millions d'euros d'équipement, les ateliers de maintenance qui sont désormais en Normandie. C'est demain un nouveau... les achats sont faits, mais ils ne sont pas encore livrés, des trains neufs là, sur les autres lignes, pour qu'on ait une gamme complète de trains identiques avec le même confort. Et c'est la réouverture de lignes, de petites lignes. On a déjà réouvert Serqueux-Gisors, c'est loin de chez nous. On a réouvert Fécamp-Bréauté. Et nous rouvrirons, pour ne citer qu'une de ces lignes, nous rouvrirons la ligne Glo-Honfleur. L'idée, c'est que nous rouvrions progressivement un certain nombre de petites lignes. Je ne vais pas toutes vous les citer. Mais c'est aussi de faire en sorte que le train redevienne réellement une mobilité du quotidien. Par ailleurs, nous continuons sur les bus, puisqu'on a repris cette compétence qui était partagée notamment et qui était essentiellement départementale. Au titre des autocars, désormais, on essaie de faire en sorte qu'on améliore la desserte autocar, qu'on fasse en sorte que ces autocars soient en correspondance avec les horaires des trains. Par exemple, les Alençonnais vous demandaient enfin d'avoir des correspondances qui marchent avec le TGV qui passait au Mans. Par exemple, sur le centre industriel de Caligny à Flers, où il y a un très beau pôle industriel, il y a beaucoup de collaborateurs qui viennent de Caen, eh bien, on va mettre en septembre des bus qui vont leur permettre d'éviter de prendre la voiture à travers des horaires qui sont adaptés. Ce que nous allons faire aussi sur les gares, c'est qu'on va en faire des lieux de vie. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que partout, on puisse y associer toute une série de services. Faire en sorte que, par exemple, il puisse y avoir, à côté des crèches, et des mamans qui élèvent seules leurs enfants qui me faisaient cette observation, en me disant, mais on est tout le temps en train de courir d'un endroit à l'autre dans la journée, pourquoi vous ne mettez pas les crèches, les haltes-garderies au pied des gares, là où on va aller prendre le train pour aller bosser? On va essayer d'y mettre des commerces. On est la première région en termes d'adaptation de nos gares pour les personnes à mobilité réduite. On va mettre en place et on va développer un service du dernier kilomètre. En clair, Bernard, quand tu iras prendre le train pour aller voir une de tes copines à Paris, eh bien, au retour, pour ne pas déranger ta femme, eh bien, tu pourras, avec une application, commander un véhicule qui sera adapté en fonction du nombre de personnes qui auront pris la commande, qui t'emmènera jusqu'à Épeigne. Et donc, c'est ça l'idée, continuer à développer un service complet autour du ferroviaire. J'ai évoqué les mobilités routières. Je vous rappelle quand même, parce que vous avez déjà oublié, c'est que depuis combien d'années on parlait de doubler l'échangeur de Bourneville? Moi, j'ai fait toutes mes campagnes des législatives en me disant on va enfin avoir un doublement de l'échangeur à Bourneville. C'est nous qui l'avons fait. Hein. Je rappelle que c'est la région qui a payé, quoi. C'est-à-dire que les engagements qu'on a pris, on les a fait. Le demi-échangeur de Toutainville et l'échangeur, les doublements de l'échangeur de Bourneville, c'est nous qui avons décidé de le faire. Et quand vous allez vers Caen, au niveau de la haie tondue, le doublement de l'échangeur de la haie tondue que les gens attendent depuis 15 ans ou 20 ans, il est financé, on est en train de finir les enquêtes environnementales et ça va être fait. Donc on a fait toute une série d'éléments pour améliorer la mobilité et la fluidité. J'évoque en 2 mots la question agricole. Vous n'êtes pas très nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs dans la salle, mais comme il y en a un, puis il y en a probablement qui regardent, je voudrais quand même leur dire que sur l'agriculture, on a fait un effort considérable. On avait promis de réorienter la politique agricole. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons quand même consacré 423 millions d'euros en 5 ans, 16 000 exploitations agricoles sur 31 000 exploitations agricoles en Normandie ont bénéficié d'un soutien européen ou de la région ou des deux. En clair, on a accompagné 1200 agriculteurs qui ont décidé de passer au bio. On a accompagné 5 000 exploitations qui ont décidé de développer des filières courtes. On a accompagné 5 000 exploitations qui ont décidé de faire des pratiques, ce qu'on appelle de l'agri-écologie, des mesures agri-environnementales et climatiques. On accompagne des innovations tous les jours. Si vous allez près de Bayeux, vous avez les premières cultures de soja. Si vous allez dans le sud de l'Eure, vous verrez des cultures de lentilles.
On a un grand plan sur le développement de la protéine végétale, puisque, comme vous le savez, c'est un des grands enjeux. Nous avons, par ailleurs, permis l'installation de la première usine qui va faire de la protéine de colza à usage alimentaire, qui est une première mondiale sur le port de Dieppe, pour développer là aussi une filière. On commence à ne plus être un pays sous-développé avec le lin. C'est une richesse exceptionnelle. Nous sommes la première terre d'Europe sur le lin, sauf que on envoyait la matière première en Chine et elle revenait par bateau avec un produit fini. En clair, une fibre exceptionnelle et on n'en tirait pas de valeur ajoutée sur notre territoire. Eh bien, si vous allez à côté de Bernay, vous aurez bientôt la première filature de lin que nous avons aidée et soutenue avec le groupe Avril. Si vous allez près de Caen, vous commencez à avoir les premiers tisseurs qui vous font un certain nombre de vêtements en lin. C'est le début par rapport à la production linéaire exceptionnelle de la Normandie. C'est bien entendu très peu. Mais enfin, on commence à recréer de la valeur ajoutée, tant sur le lin que sur le chanvre. Et donc on a là cherché partout à porter l'innovation, à faire en sorte que partout où c'était possible, on puisse développer de nouvelles activités. Je prends un dernier exemple. Aujourd'hui, on a 100 producteurs de bière en Normandie. Les bières locales en Normandie, il y en a partout. Et là aussi, on est en train de recréer la totalité de la filière. Et donc à chaque fois, on a essayé de porter un projet qui permettait de développer et de faire en sorte qu'il puisse y avoir un avenir, notamment pour ce champ qui est un champ qui est aujourd'hui, contrairement à l'image qu'on peut avoir, on en parlait tout à l'heure à notre réunion de maire, qui peut être fortement créateur d'emplois. Hein. Vous connaissez tous les glaces du GAIC du Bois-Louvet, tout près d'ici. Bien, Montphilippe, il fait 900 000 litres de lait. 800 000 litres de lait, il le vend à je ne sais quel industriel. Et puis 100 000, il les garde pour faire ses glaces. Eh bien, avec ses glaces, il a 12 équivalents temps plein. Quand je suis allé dans la Manche dernièrement, 3 jeunes agriculteurs, alors le père avait déjà commencé, ils sont installés ensemble, les 3 frères, eh bien, ils sont une dizaine d'emplois. Je leur disais, avec l'âge que vous avez, il va falloir une crèche bientôt dans la ferme, tellement, voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'exploitations agricoles qui ont récupéré la valeur ajoutée sur leur exploitation, aidées par la région, et qui aujourd'hui développent beaucoup plus d'emplois qu'on ne le pensait il y a encore 10 ans ou 20 ans sur l'agriculture. Dernier sujet que j'évoque avant de conclure. Nous avons fait un gros effort pour accompagner la jeunesse normande. Cet effort, ça a été d'abord sur les lycées. On a consacré 620 millions d'euros dans la modernisation de nos lycées. Et je rappelle, 98% des marchés donnés aux entreprises de Normandie. 620 millions d'euros pour les moderniser, pour les sécuriser, pour ceux qui le souhaitaient, pour faire en sorte qu'ils soient fibrés, parce qu'une partie des lycées de Normandie n'était toujours pas fibrés, et ensuite pour développer toute une série d'actions dans le domaine quasiment pédagogique, alors que, comme vous le savez, les collectivités, normalement, ne rentrent pas sur ce champ-là. C'est Normandie Langue, ces 1000 jeunes qui sont en immersion d'anglais, on les portera à 2000. Ces lycées, le programme dit Lycée du futur, qui a permis de porter une 150 innovations pédagogiques dans les lycées de Normandie. C'est les lycées développement durable, c'est ceux qui portent des projets autour du développement durable. Par exemple, on avait très peu de tri sélectif dans les lycées, on est en train de mettre en place tri sélectif. Il y a des endroits où on a mis des ruchers, ailleurs on a fait de la permaculture, ailleurs on a mis des poules pour pouvoir manger les déchets alimentaires, etc., etc. Bref, là aussi, de porter des projets où on est entre la démarche citoyenne liée au développement durable, la prise de conscience de cette problématique et en même temps, éventuellement, des programmes pédagogiques autour des questions de l'écologie et de l'environnement. Sur les lycées, il n'y avait pas de bourse pour la mobilité internationale des étudiants. Ni en Basse-Normandie, ni en Haute-Normandie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant qui ne doit pas aller faire, sauf période Covid, 6 mois ou 1 an à l'étranger. Eh bien, 4000 étudiants par an bénéficient d'une bourse pour pouvoir partir à l'étranger.
Troisième élément, nous avons mis en place un dispositif qui existait déjà, mais qu'on a amélioré, qui s'appelle Atout, et chaque jeune a une enveloppe et a un droit de tirage, en quelque sorte, pour pouvoir s'acheter des livres, pour pouvoir accéder à la culture, pour pouvoir accéder au sport, financé et soutenu par la région. Nous allons lui donner une nouvelle orientation pour favoriser notamment les acteurs culturels et permettre aux jeunes de pouvoir encore accéder plus facilement à la culture. Nous allons créer aussi des compagnies normandes et nous allons proposer à 1000 jeunes qui le souhaitent de pouvoir rentrer dans des démarches, un peu comme vous avez ceux qui décident de faire du service civique, mais de le faire à l'échelle régionale autour de projets, autour de solidarité humaine, de développement durable ou de développement territorial. Je termine sur un sujet qui est un sujet clé. Nous avons lancé un Grenelle de l'apprentissage au début de l'année 2016, avec l'idée qu'il n'était pas supportable de voir le nombre d'apprentis se réduire chaque année en Normandie. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons augmenté le nombre d'apprentis en Normandie de 20%. 20% d'apprentis de plus qu'en 2016. Alors, on a perdu la compétence puisque l'État a décidé de reprendre la compétence sur l'apprentissage dans le cadre de la recentralisation du pays. Mais pendant les 4 ans, on a eu le taf. Eh bien, on l'a fait. Et j'en profite pour dire, avec une vraie ambition de porter l'apprentissage, de le valoriser. Et on est par exemple en train de bâtir 2 campus des métiers, l'un au Havre, l'autre à Alençon, pour faire en sorte qu'on puisse plus encore valoriser l'apprentissage en Normandie et en l'associant de plus en plus à l'enseignement supérieur. L'enseignement, ça a été aussi de faire en sorte qu'on puisse favoriser nos universités. On ne peut pas avoir une grande région si on n'a pas un enseignement supérieur ou une recherche qui marche. Et donc nous avons, je ne vais pas vous citer l'ensemble des financements que nous avons pu accorder à toute une série d'écoles pour se développer, se moderniser. Mais si je parle de l'avenir, ce que nous voulons, c'est porter un grand plan campus sur les 3 grandes universités de Caen, Rouen et Le Havre. Tout est prêt, d'1 milliard d'euros sur 10 ans, permettant de bâtir des campus du XXIe siècle et d'améliorer le rayonnement et l'attractivité de l'enseignement supérieur normand. Deuxième sujet majeur, nous continuons à porter aussi les antennes universitaires. Par exemple, je vais aller la semaine prochaine à Alençon pour annoncer le développement de l'ISPA, qui est l'Institut de la plasturgie, qui accueille des étudiants venant de toute la France, parce que là, on a un pôle d'excellence. Partout où on le peut, on continue à faire en sorte d'améliorer le rayonnement et de faire en sorte que nous sortions de cette immense faiblesse qu'est la nôtre, qui nous amène à constater chaque année que 3500 étudiants niveau master quittent la Normandie pour aller en région parisienne. Ça, c'est une saignée considérable. S'ils quittaient pas la région parisienne, mais que les Parisiens arrivaient chez nous, ou les autres Français, ça irait bien, se dire c'est normal, on décide de faire telle ou telle formation. Ça, le problème, c'est que c'est une perte sèche, c'est le solde entre les arrivées et les départs. Et donc, en clair, ça n'est pas supportable. Et on a notamment comme ambition de faire en sorte que chaque année, on ait une école de l'enseignement supérieur supplémentaire en Normandie. Vous aurez l'année prochaine l'école Fauchon, à Rouen. On a créé un institut d'ingénieurs sur le campus de l'espace à Vernon. On va créer une formation avec le CNAM sur l'hydrogène. On va accueillir, on est en train de faire l'appel d'offres, l'ISEN, qui est une école d'ingénieurs d'origine bretonne. Et l'idée, c'est que chaque année, nous puissions avoir un établissement d'enseignement supérieur supplémentaire en Normandie. C'est clé. Si vous n'avez pas d'enseignement supérieur et de recherche, vous ne créez pas les conditions de votre développement sur le moyen terme et le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui doit être absolument clé pour l'avenir. Je termine par un dernier point. La santé, mon cher Guy. La santé, c'est une compétence de l'État. On a déjà fait pas mal de choses, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester inerte face à ça. Je ne parle pas du Covid, on a quand même acheté 9 millions de masques, on a fourni des masques au personnel soignant, on a fourni 3 millions de masques aux entreprises pour que les salariés puissent reprendre le boulot, on a fourni 3 millions de masques aux maires pour leur permettre, souviens-toi, Micheline, pour permettre aux maires de pouvoir faire marcher leurs services publics ou de les donner à leurs citoyens les plus fragiles. Je parle de l'avenir post-Covid. On avait déjà commencé à augmenter le nombre de formations sanitaires et sociales. Par exemple, vous allez à Pont-de-Mer, on forme plus d'aides-soignantes qu'on en formait hier au lycée.
En tout, sur 2021-2023, on va augmenter les formations d'éducateurs spécialisés, d'aides-soignants et d'infirmières de 800 places. On a formé plus de kinésithérapeutes, parce que quand on fait des maisons de santé, il faut des généralistes, mais il faut aussi l'ensemble des médecins, des professions médicales. On a décidé d'ouvrir une formation d'audioprothésistes. On n'avait pas de formation d'audioprothésistes en Normandie. L'année prochaine, on ouvre une formation d'orthoptiste. Il n'y avait pas de formation d'orthoptiste en Normandie. On a décidé d'augmenter progressivement, même si normalement c'est à l'État de le faire, les formations de dentistes. On est bien placé pour le savoir. Nous qui avons accueilli une dentiste dans ce village, issue d'un autre pays européen, il manque en Normandie, juste pour être dans la moyenne nationale, 800 dentistes. Et donc, on s'est dit, on va commencer, on a voulu faire une fac de dentaire, mais pour faire une fac de dentaire, il faut les formateurs, etc. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par augmenter les dentistes de 5e et 6e année, ce qu'on appelle les fauteuils de dentaire. On a créé 10 fauteuils de dentaire à Évreux, une salle de chirurgie pour accueillir 10 jeunes dentistes en fin de formation qui, après leur formation, vont naturellement s'installer plus facilement en Normandie. On va faire la même chose à Alençon, on va faire la même chose à Cherbourg, on va augmenter les quotas sur Caen et progressivement, on va pouvoir faire nos facs de dentaire. On a aussi décidé de faire des formations nouvelles ou de les augmenter, pédicure podologue, psychomotricien. Et donc, en tout, c'est 400 professionnels supplémentaires qui sont formés par an en Normandie désormais. Mais je veux aller beaucoup plus loin. Et je veux que sur la santé, la région puisse, avec l'État, décider d'un vrai schéma régional de santé. Je ne supporte pas l'idée que ce soit des critères nationaux qui décident de l'implantation de telle ou telle activité, de telle ou telle offre de soins. Maintenant qu'on a fait les maisons de santé, eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse s'investir notamment dans la modernisation des hôpitaux de proximité, du développement de l'offre de soins dans ces hôpitaux de proximité, d'empêcher des absurdités comme la fermeture de la maternité de Bernay, pardon de vous dire, mais quand il y avait 450 accouchements par an en toute sécurité, je ne vois pas pourquoi on est allé fermer la maternité de Bernay. Et donc ce que je veux, c'est en bâtissant ce schéma régional de santé, en quelque sorte, bâtir un modèle dans lequel on soit obligé de compter sur nous parce que nous participerons aux investissements. Et donc mon idée, c'est de faire en sorte que la région, je ne parle pas sur les grands hôpitaux universitaires sur lesquels, bien sûr, il faut que ça reste complètement financé par l'État, on est sur des volumes financiers absolument gigantesques, mais sur tous nos petits hôpitaux qui maillent le territoire régional, je veux que nous puissions nous y investir pour développer l'offre de soins, moderniser ces hôpitaux et pouvoir accueillir de nouveaux professionnels de santé. Je veux aussi qu'on fasse quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est des maisons de répit. Vous voyez, il y a très peu d'endroits en Normandie où il y a des maisons de répit. Vous savez tous ce que c'est qu'une maison de répit. Ça permet de pouvoir, pendant quelques heures ou une demi-journée, de pouvoir prendre un bol d'air parce que votre conjoint ou votre parent atteint de la maladie d'Alzheimer, vous pouvez le mettre dans une structure où tout est bien organisé, qui est là pour l'accueillir, sans qu'il soit en panique. Et vous, pendant ce temps-là, pouvoir aller faire vos courses, pouvoir aller déjeuner au restaurant, faire une partie de cartes. Et donc, ce que je souhaite, et je proposerai aux intercommunalités qui le souhaitent, de pouvoir financer des maisons de répit permettant à des familles, malheureusement de plus en plus nombreuses, atteintes de ces maladies. Je veux aussi qu'on puisse avoir, au moins dans 3 endroits, pas plus parce que ce sont quand même des structures importantes, des maisons des femmes. Il en existe quelques-unes en France, très peu. J'ai été en visiter une en Seine-Saint-Denis. Les maisons des femmes, c'est quoi? Ce sont des structures dans lesquelles, à côté des hôpitaux, donc il faut faire ça avec l'hôpital, mais c'est une structure à part, où on est en capacité d'accueillir des femmes, notamment celles qui ont fait l'objet de victimes, qui sont notamment victimes de violences. En clair, un endroit où tout est là pour accompagner ces femmes qui sont en grande détresse, à la fois les soigner, pouvoir engager les procédures judiciaires, faire en sorte qu'il puisse y avoir l'accompagnement psychologique, gérer la question du relogement, etc. Ces maisons des femmes permettent de quelque sorte de donner un environnement qui soit en capacité d'apporter le premier réconfort, ou tout du moins la première... voilà, faire en sorte que
qu'on trouve pour ces femmes un endroit parfaitement adapté face à la violence qu'elles ont dû subir. En quelque sorte, de pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on a ce travail-là qu'on est en train de mener avec l'hôpital d'Elbeuf. Je voudrais qu'il y en ait une aussi sur la Basse-Normandie, du côté de Caen. Mais je pense que ces structures-là ont un vrai sens et permettraient d'accueillir des femmes qui sont souvent en grande détresse et sans qu'il puisse y avoir une réponse qui soit à la hauteur de ce qu'on devrait faire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Au bout du compte, si je voulais résumer les choses, on avait fait 118 propositions pour la campagne de 2015. On a exactement, j'ai fait faire les comptes, mais j'ai plus les chiffres là, mais grosso modo, on est sur les 118 propositions, 87 d'entre elles ont été réalisées complètement, 7 ont été abandonnées, 11 n'ont pas été faites, et le reste est en train est en cours de réalisation. En clair, on a tenu nos engagements. Ce qu'on avait dit qu'on allait faire, on l'a fait. C'est rare. En général, en politique, on pense toujours que, globalement, durant la campagne, on raconte une histoire et puis on ne le fait pas. Eh bien, si vous voulez bien regarder ça attentivement, si vous voulez aller sur le site de la Normandie conquérante, où tout est développé précisément, vous constaterez que nous avons tenu nos engagements. Eh bien, on les tiendra dans les 6 prochaines années. On a fait ça avec beaucoup de passion. J'ai un bilan carbone abominable. Je fais 17 000 km par mois. Mais toute l'équipe de la majorité régionale, on s'est donné sans compter. Parce qu'on adore ce qu'on fait. On a une région qui a un potentiel extraordinaire. Et donc, ce que je voudrais vous dire aussi, vous ne trompez pas d'élection. Vous ne trompez pas d'élection. Je sais que les Français sont exaspérés. Je sais que les Français ne supportent plus le sentiment d'impunité dans lequel dans laquelle on plonge. Je sais que les gens ne supportent plus l'immigration incontrôlée. Je sais que les gens ne supportent plus ce climat où les piliers de la République sont remis en cause par l'islamisme radical. J'entends tout ça. J'entends toutes ces personnes qui ont le sentiment que rien n'est fait pour eux au niveau national. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que cette campagne-là, cette campagne des régionales, comme d'ailleurs celle des départementales, ce sont des enjeux régionaux et départementaux. Ce qu'on vote là, on ne vote pas pour la politique de la France, on vote pour la politique de la région. Et j'entends bien, quand je me balade, beaucoup de gens qui me disent « j'en ai ras-le-bol, soit je ne vais pas voter, soit je vais voter Rassemblement National, comme ça je vais exprimer mon mécontentement ». Mais derrière, on a quelque chose d'important, c'est une région. Une région, c'est quand même 2,1 milliards d'euros de budget. Vous avez pu constater à quel point c'est pas rien. C'est quand même des équipes, c'est 5000 collaborateurs, si on prend avec les lycées. C'est tout de même des politiques extrêmement importantes, parce qu'elles déterminent l'avenir d'une collectivité, l'avenir d'une communauté humaine. Et donc, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est voter utile, c'est voter pour la Normandie. Et c'est encore mieux si vous votez pour la Normandie conquérante. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Nous avons beaucoup de questions SMS que nous avons reçues avec près d'une centaine de personnes connectées tout de suite. Première question qui est sur votre écran. Ah, j'ai rien. Non. Alors, je vais les lire moi-même. Ça marche pas. Alors, comment la région peut faire en sorte que les jeunes soient mieux orientés et comment la région peut faire en sorte que les jeunes soient mieux aidés par la région Normandie? Première question. Bon, sur l'orientation, j'en ai pas parlé parce que je me disais que déjà j'étais trop long parce qu'on me faisait des signes en me disant t'es trop long. Donc, sur l'orientation, on a créé une agence de l'orientation qui est une nouvelle compétence régionale qui nous a été donnée par la loi l'année dernière, 2019, donc il y a un peu plus d'1 an. Et l'idée, c'est qu'on puisse réellement bâtir un vrai parcours d'orientation et d'information sur les métiers. Quand vous allez dans un lycée aujourd'hui et que vous demandez combien de jeunes sont allés dans une entreprise, souvent vous en avez, 5, 6, pas plus que ça. Et moi, ce que je veux, c'est que nous puissions avoir, à travers, je ne vais pas décliner les politiques qu'on met en place et les instruments qu'on met en place, c'est que les jeunes puissent aller dans les entreprises, que les familles puissent découvrir les entreprises, que les familles puissent sortir de leurs stéréotypes, qu'on puisse lutter contre les inégalités entre les garçons et les filles. C'est absolument anormal que des jeunes femmes soient encore complètement en dehors de toute une série de métiers. Et pas simplement les métiers durs, mais dans les métiers de la métallurgie,
tout n'est pas dur comme on l'imaginait il y a 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de digital, il y a beaucoup d'industries du futur dans tout ça. Et à chaque fois qu'il y a une jeune femme dans ces entreprises, le patron ou le cadre vous dira c'est elle la meilleure. Et pourtant, il y a très peu de femmes qui vont vers ces métiers-là. Pareil, vous allez dans les entreprises du digital, il y a très peu de femmes. Pourquoi il y a très peu de femmes dans les entreprises du digital? Allez savoir pourquoi. Parce qu'il y a encore des stéréotypes. Et donc, c'est aussi une partie de la mission que doit avoir cette agence. Il doit y avoir aussi une mission qui est de lutter contre, de favoriser l'égalité des chances. J'en ai pas parlé tout à l'heure. On a passé un accord avec une association qui s'appelle Chemin d'Avenir, une association nationale, pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir des parrainages, de s'ouvrir. Vous voyez, moi, je suis parrain d'une jeune femme et issue de milieu modeste. Elle veut être avocate. Ben, elle fait du droit. Quoi, elle veut faire du droit. Elle est au lycée, c'est une bonne élève. Eh bien, aller dans un grand cabinet d'avocats parisiens, pour elle, c'est impossible. Parce qu'elle a pas, ses parents n'ont pas les carnets d'adresses, n'ont pas les réseaux. Et donc, on a créé des ambassadeurs métiers, c'est-à-dire soit des gens qui sont prêts à aller dans les entreprises, à aller dans les écoles et les collèges pour expliquer leur métier, mais aussi faire en sorte de pouvoir parrainer un jeune, lui donner un peu de temps, un peu de conseils. Chacun d'entre vous, vous devriez l'être quasiment. Dire, tiens, je vais consacrer un peu de temps, je vais laisser mon numéro de téléphone, il va m'appeler ou elle va m'appeler quand elle aura besoin d'un conseil. Franchement, ça ne demande pas beaucoup de temps et en même temps, c'est très utile. Et donc, l'idée, c'est qu'on développe toute une série d'outils pour améliorer l'information sur les métiers et l'orientation. Parce que quand il y a une mauvaise orientation, il y a un échec scolaire derrière et après, on rentre dans un cycle infernal. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse développer ça. Question de Sophie. Ma fille rentre au lycée à Bernay en seconde l'année prochaine. Aura-t-elle droit à un ordinateur? Oui. Elle aura le droit à un ordinateur. J'en profite pour dire, sur les lycées, puisqu'on n'est pas très loin, c'est que pour ceux qui connaissent un peu Bourrachard, ça fait 30 ou 40 ans qu'on nous annonçait, qu'on nous promettait un jour d'avoir un lycée. Le lycée dans le Roumois, il est en construction. Et j'en profite pour dire qu'à Bernay, il y a 2 lycées. Eh bien, il y a donc Fresnel et Clément Ader, c'est ça je crois, hein, Hervé? Eh bien, le lycée Clément Ader va être fait complètement et totalement par la région. Et on a ouvert des formations supplémentaires dans ces 2 lycées. Alors, question politique de Marie. Allez-vous vous rapprocher des 2 listes En Marche présentes aujourd'hui en Normandie pour cette élection? J'ai répondu non. Nous avons un tour et 2 tours. Et ce premier tour et second tour, on l'a fait avec une liste, avec des coéquipiers. Et ces coéquipiers, nous les garderons et ils seront les mêmes au premier tour et au second tour. Bon, ben ça sera le mot de la fin pour cette réunion digitale en direct depuis Épeigne. Demain, ça sera à Vire. Merci aux élus demain, n'hésitez pas, présents qui nous ont fait l'amitié d'être ici. Merci beaucoup. Merci aux internautes. Et merci Hervé Morin. Et donc demain, 19h en direct de Vire pour cette tournée digitale par écran interposé. Merci à tous. Bonne soirée.